support. Bernard Isler, vous êtes un des précurseurs du travail numérique. On peut dire que vous faites en quelque sorte le chemin inverse. Vous travaillez sur ordinateur, Ouais. la version papier sort ensuite. Vous voyez d'un bon œil l'arrivée des tablettes numériques dans le monde de la BD? Oui, moi je pense que la tablette numérique est une véritable d'abord révolution, mais en plus une chance pour la bande dessinée. Qu'est-ce que ça apporte? Très simplement, Internet avait le problème d'être tout gratuit. Donc le problème, c'est que tous les gens qui travaillent là-dessus ont difficile à gagner leur vie, et donc quelque part, c'est les grands majors qui vont décider de tout. Au niveau de la technique, de la lecture, ça apporte des choses en plus? Je pense que ça rapporte un peu de confidence, un aspect plus intimiste, alors qu'Internet, c'est du zapping perpétuel avec des tas de fenêtres qui s'ouvrent, avec des informations dans tous les coins, et que la tablette ramène à un espace de convivialité, comme ça, de confidence entre le lecteur et celui qui crée l'histoire, je veux dire. Dimitri Kenez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de Math Fabrique installée à Lannes, une société. Vous travaillez pour Midam, l'auteur de Kid Paddle. Alors Midam a quitté sa maison d'édition Dupuis pour s'auto-éditer. C'est là que vous intervenez. Vous vous occupez de tout l'environnement de Midam, un univers qui ne se limite pas qu'à la BD. Là, vous avez plusieurs pistes de développement. Voilà. En fait, Midam a quitté son éditeur surtout pour exploiter l'œuvre sur tout ce qui est licence audiovisuelle, qui a pris une importance très grande par rapport à son œuvre. Et il s'est avéré qu'il était aussi plus intéressant de s'éditer directement pour pouvoir gérer les choses de manière coordonnée. Pour profiter de cet élan technologique également? Profiter de l'élan technologique, ça fait partie de l'ensemble des paramètres qu'il y a à gérer aujourd'hui. Alors là, ce n'est pas très différent des bandes dessinées qui n'ont pas, par exemple, de dessin animé, mais c'est aussi pour pouvoir gérer de manière globale, sans être lié à une maison qui est une maison d'édition, et qui n'est pas une maison audiovisuelle, qui n'est pas non plus une maison de licence. Les maisons d'édition sont trop frileuses par rapport aux dessins animés, aux tablettes numériques, tout cela? Les maisons d'édition sont d'abord des maisons d'édition. Donc 95%, 95% on est en Belgique, de leur activité est liée à l'édition. Et donc le reste, c'est lié à extrêmement peu d'œuvres qui sont éditées. Et donc ça ne sera jamais l'activité principale d'une maison d'édition que de s'occuper de l'audiovisuel ou des nouveaux développements. Bernard Isler, c'est même un peu contre nature pour eux, je crois. Il y a une forme de réflexe de base où, quelque part, c'est le diable qui arrive dans leur maison. Alors, ils essayent de pactiser avec, trouver des compromis, mais quelque part, eux, ils aiment le papier, le livre, l'objet. Il y a quelque chose de fondamental entre le numérique et fondamentalement différent entre le numérique et le livre. C'est pour donner un exemple très simple, c'est qu'une page en papier, elle a un format. Il y a une longueur, une hauteur, etc. En numérique, pas. La page, elle est infinie. il n'y a pas justement des garde-fous à mettre pour éviter de tomber dans le jeu vidéo ou dans le dessin animé? La BD va-t-elle être dénaturée? C'est le propre de la liberté, c'est que tout est à inventer. C'est bon. Moi, je trouve ça formidable en tant que créateur. Patrick Pinchard, bonsoir. On ne vous a pas encore entendu. Non, mais j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. C'est que pour le moment, je pense qu'on vit une époque vraiment transitoire où il y a d'un côté le matériel papier, de l'autre les écrans, et on essaie de mettre les deux ensemble. Donc on prend le matériel papier, Ça qu'on ne met sur s'oppose l'écran, et ça n'apporte pas grand-chose, quoi. On Alors a vous un êtes support qui permet de lire une bande dessinée. Et je pense qu'une étape suivante, ce sont des créateurs qui vont commencer à utiliser ces écrans et qui vont essayer de voir comment l'interactivité sur un écran, case par case, plutôt qu'une planche qu'on visionne en suivant l'ordre préétabli pour une page. Et en plus, la page est établie pour être visualisée dans son ensemble. L'auteur crée un équilibre entre la première case et la dernière case. Et on ne parvient pas à retrouver ça sur les écrans. Absolument pas. Et je crois qu'il faut, comme tu dis, partir de l'écran. Et donc, je pense qu'il faut attendre une génération d'auteurs qui travaillent déjà sur écran et pas du tout sur papier pour bien comprendre ou bien, comment dire, faire les vrais pionniers. Ce seront ceux-là, à mon avis. Donc il y a un consensus ici, tout le monde est pour cette évolution technologique, il n'y a pas de frilosité. Vous êtes tous ouverts. Je vais quand même vous présenter, monsieur Pinchard. Vous êtes ancien rédacteur en chef du magazine Spirou. Vous êtes limalois et vous avez créé une maison d'édition sur Internet. Alors, maison d'édition nommée Sandawe, qui fait appel aux internautes pour financer des projets BD. Expliquez-nous dans les grandes lignes en quoi ça consiste. Donc c'est un peu le principe de Aka Music qui a permis de lancer des œuvres musicales par le financement des internautes. Ici, des auteurs de bandes dessinées proposent leurs projets que je sélectionne en tant qu'éditeur et qui sont proposés ensuite aux internautes, qui sont des édinautes chez nous, puisqu'ils sont des éditeurs. Et ils peuvent soutenir ces projets en les finançant.
Et lorsqu'on atteint un budget qui permet d'imprimer un certain nombre d'exemplaires, de payer les auteurs, bien sûr, de faire la promotion, à ce moment-là, l'album peut sortir. Bernard Isler, avant d'aborder l'édition proprement dit, vous avez, vous, un site internet très développé, des blogs sur lesquels vous mettez des esquisses que vous proposez aux internautes. Vous avez un projet 20e ciel qui est sorti. Oui. Vous pouvez un peu nous dire, ça apporte beaucoup de choses, les commentaires des internautes? Il faut tenir compte de leurs commentaires? Honnêtement, c'était une grande utopie d'imaginer que les internautes vont vous aider. Ça, je veux dire, j'ai cru à ça, comme à beaucoup de rêves. Le début d'Internet, c'est le village mondial, donc on croit que le monde entier va vous aider et qu'on va faire un peu comme les hippies, un gros village, on va essayer de faire une bande dessinée tous ensemble. C'est pas exactement ça. Je pense que oui, il y a des commentaires d'internautes. C'est intéressant sur un blog d'avoir des commentaires de lecteurs qui peuvent s'adresser directement à l'auteur, mais pas qui créent l'histoire à votre place. Je crois que les frontières doivent être assez nettes à cet égard. Patrick Pinchard, le choix du public, est-il toujours le meilleur? Parce que chez vous, c'est le public qui permet d'éditer. C'est le lecteur, en fait. La BD, il a toujours des choix qu'il faut prendre en considération, ou parfois il faut l'aiguiller et pas forcément lui faire plaisir? Comme je fais la sélection des bandes dessinées qui sont présentées sur le site, de manière qualitative, donc si un auteur est de qualité, un scénariste est de qualité, il y a une présélection. Et par la suite, ils choisissent. Et on a été très étonnés parce qu'on s'était dit au départ, le grand risque, c'était d'imaginer que les lecteurs allaient prendre ce qu'il y a de plus commercial, de plus évident. Et puis finalement, on se rend compte qu'on a effectivement une bande dessinée tout public, on a une bande dessinée de science-fiction ado-adulte, on a une œuvre d'auteur assez complexe, signée par Nicole Avado. Les internautes sont impliqués, donc ils en font la pub via le bouche à oreille. Donc tout le monde, tous les lecteurs peuvent être éditeurs pour des petites sommes, puisqu'il suffit de mettre 10 € sur un projet pour devenir l'éditeur. Et puis par la suite, il y a toute la force de la communauté. Ils sont des centaines à pouvoir financer le livre, donc ils sont des centaines par la suite à avoir intérêt à ce que ça se vende et donc à en parler le plus possible autour d'eux. Alors sur l'aspect marketing, je me tourne vers vous, Dimitri Kenez. Il y a 4500 nouvelles sorties BD par an, si je ne me trompe. Les artistes aujourd'hui et les créateurs doivent s'entourer, comme l'a fait Midam, de personnes comme vous qui vont gérer un espace, un marketing, qui vont être plus businessman? Alors là, il faut que je nuance un petit peu. D'abord, il y a les maisons d'édition qui sont les meilleurs réceptacles pour des jeunes auteurs qui vont y rencontrer des éditeurs, des conseils, un accompagnement, et dont c'est le métier. Et ce que je pense, c'est qu'une fois qu'on a atteint avec une série, surtout grand public, qui donne lieu alors à des exploitations dérivées, beaucoup de télévision, de séries de dessins animés et puis de licences, alors ça devient important de rester concentré sur une œuvre et de la suivre quelle qu'en soit l'exploitation et de garder une certaine cohérence. Et c'est à ce moment-là que c'est important pour l'auteur de décider s'il a envie d'accompagner la sortie de l'univers de ces cases et d'être présent lors de ces différentes exploitations, ou s'il préfère ne pas savoir que ça existe, le laisser confier dans d'autres mains. Midam a cette particularité qu'il est auteur, mais qu'il est aussi un petit peu businessman dans l'âme. Et donc il avait envie de participer à tout ce qui s'était créé autour de la bande dessinée. Et donc c'est là qu'on a essayé de gérer ça et de créer. Qu'est-ce que ça vous permet de faire en plus des jeux, des bandes dessinées différentes, des agendas? Ça permet surtout d'être très concentré sur tout ce qui est Kid Paddle, puisqu'on parle de Kid Paddle dans le cadre de Midam, et de pouvoir à tout moment gérer les momentum. S'il y a une grande diffusion à la télévision, on va en profiter pour organiser une sortie d'un album à ce moment-là, on va essayer de faire mousser des événements à ce moment-là, et on va être concentré là-dessus. Il faut pour ça qu'il y ait toute une petite équipe qui ne s'occupe que de ça. Ce n'est pas possible quand on a une maison d'édition, comme disons Dupuis, qui sort 100 bandes dessinées par an. On ne peut pas mobiliser des équipes qui vont rester concentrées uniquement sur un seul univers. Monsieur Isler, tout ce côté promotionnel, est-ce que ça ne corrompt pas un peu le côté créatif? On vit une autre époque que du temps de Franquin, hein, je veux dire, c'est à peu près certain. On est dans un monde de communication et où on est constamment en spectacle et on est constamment dans les nouvelles technologies à communiquer et à faire son autopromotion constamment, quoi. Je veux dire, mes enfants, ils ont un site Facebook, ils sont constamment en représentation, ils vont à une soirée, ils se photographient, ils sont dessus, ils voient leurs copains, etc. Donc on est dans un autre monde, donc oui, effectivement, la promotion est de plus en plus importante et on dit souvent que on dit ça dans la littérature, qu'un auteur doit en plus savoir passer à la télé pour vendre des livres, ce qui a priori n'est pas sa première
Enfin, Ce qui est votre cas aujourd'hui, ça se passe bien. merci. Monsieur Pinchard, oui, votre avis là-dessus, la promotion d'une BD, avant de s'auto-éditer, il faut avoir des moyens. Oui, mais la promotion a changé aussi. Actuellement, la promotion, c'est se faire voir sur Internet, c'est faire un site pour présenter la série, c'est communiquer avec les gens sur Facebook, c'est avoir une page Facebook, présenter les nouveautés dessus, c'est utiliser Twitter, utiliser les forums. Donc, finalement, ça coûte moins cher que la promotion classique de grandes affiches et compagnie qu'on n'utilisait de toute façon que pour les best-sellers. Donc, il y avait toute une série d'albums et de séries qui ne voyaient jamais un centime de promotion et qui passaient tout à fait inaperçus. Ici, l'avantage d'un système qui est sur Internet, qui est le nôtre, c'est que tout album a sa chance, tout album a sa promotion, et d'ailleurs tout album reçoit son budget de promotion, ce qui est assez rare dans les maisons d'édition pour un album qui commence. Bernard Isler, vous en pensez quoi de Sandawe? Sandawe, je trouve ça un formidable projet, honnêtement. Je pense qu'il y a une part d'utopie, mais une utopie nécessaire pour donner l'énergie à Patrick de faire ça. Il faut croire, il faut une part de foi pour que les choses existent. Et je veux dire, je trouve ça formidable qu'il lance ça. Voilà. Moi, je trouve ça, c'est un projet formidable, mais qui fonctionne. Pour moi, quand Patrick m'en a parlé, on se connaît depuis des années, je me suis dit, mais les gens ne vont jamais vraiment mettre de l'argent, même s'ils aiment le projet. Ben voilà, il y a plus de 100 000 € qui ont été réunis. Donc, ce qui était le plus compliqué, finalement, le plus difficile pour moi à imaginer, est réalisé. Et donc, mais il y a un vrai métier d'éditeur qui est réalisé. Ce n'est pas comme on pouvait l'imaginer. On ne transpose pas le métier d'éditeur chez l'Edinote, puisqu'on l'appelle Edinote. Il y a un vrai métier d'éditeur, d'accompagnement des auteurs. Et qui en plus tient compte réellement des technologies. Ce n'est pas un éditeur BD traditionnel qui essaye de trouver le moyen d'être sur le net parce que c'est à la mode et c'est branché. Non, il tire parti et il crée son entreprise sur base de ce que c'est qu'Internet aujourd'hui. Et sur la manière dont les gens et les enfants, enfin les adolescents communiquent eux-mêmes, eh ben, il crée son projet en fonction. C'est un projet qui est spécifique à Internet et c'est là qu'il est fort. Internet, c'est rentable parce qu'on parle beaucoup de piratage. Il y a moyen aujourd'hui de télécharger des BD pour 2 € environ pour 10 jours. Ça, ce sont des techniques qui visent à contrer ce piratage. Oui, alors donc effectivement, d'abord Internet, je trouve que c'est un formidable nouvel outil, et puis après chacun doit trouver la bonne manière de l'utiliser pour l'intégrer dans une économie qui existe, puisqu'on est dans une économie dans laquelle on fait de la promotion, même si on est dans la culture, il faut quand même à un moment donné essayer de la diffuser et qu'il y ait un maximum de gens qui puissent en profiter. Et donc le cas de Sandawe est formidable parce qu'on utilise un des aspects communautaire justement d'Internet et ça fonctionne. Le cas des tablettes numériques est formidable aussi parce qu'on a une possibilité supplémentaire pour pouvoir exposer du contenu auprès du grand public. Alors ça tourne très vite, on est déjà arrivé en fin d'émission. Un dernier mot, la BD de demain pour vous, ce sera quoi, Monsieur Pinchard? Elle ressemblera à quoi? Ce sera un mix entre ce qu'on connaît maintenant et la lecture sur écran de choses qui seront animées. Donc les créateurs d'aujourd'hui vont devoir s'adapter pour pouvoir proposer aux écrans des choses qui sont interactives et animées. Mais continuer à scanner une case pour la mettre sur un écran et puis scanner la suivante pour la mettre ensuite, ça n'a aucun sens. Donc, Monsieur Isler? L'avenir de la bande dessinée est à mon avis numérique, un peu comme les supermarchés, et que les gens continueront à acheter des livres pour Noël avec des objets de luxe. Alors ce sera vraiment pour le côté objet. Mais la grande consommation, à mon avis, va devenir numérique à tout. Monsieur Kennes? Demain, je pense qu'il y aura quand même encore une coexistence du livre qui restera primordiale à mon sens, avec un nouveau marché numérique. Et peut-être après-demain, mais dans très longtemps, que la tendance s'inversera, mais je ne crois pas que ça ira si vite, moi. Merci messieurs en tout cas d'avoir été des nôtres et d'avoir participé à cette émission. Nous accueillons Thibaut Van Ram donc sur ce plateau pour conclure les débats. Thibaut, que retenez-vous? Alors je dirais une conclusion passé, présent, futur. Le passé dans le Brabant wallon, il y a eu des pères de la BD belge qui ont vécu une période de leur vie très créative dans le Brabant wallon. Le présent, c'est, on l'a vu, de nombreux artistes qui vivent dans le Brabant wallon, mais ailleurs aussi, qui créent. Et le futur, ce seront toutes ces histoires que ces artistes, scénaristes, dessinateurs vont continuer à crayonner, à imaginer. Alors ces histoires, on va les lire sur une bande dessinée papier qui deviendra peut-être plus de la BD collector, certainement sur de la bande dessinée numérique. Et bon, là, il y a encore de multiples évolutions possibles en fonction de l'évolution technique. Thibaut, merci beaucoup. Merci à l'équipe en coulisses. Merci à vous de nous avoir suivis.
N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques